Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Première émission de la série que nous allons vous présenter durant étalée sur plusieurs mois, qui s'appelle Sans langue de bois et sans tabou. Sans tabou, sans langue de bois exactement. Cette émission, c'est tout simplement un récapitulatif de tous les problèmes qu'il y a, existentiels bien sûr, et qui vont se profiler au fur et à mesure de notre vie politique, de notre vie citoyenne. La Société Boisard a donc organisé ces émissions pour pouvoir nous informer au fur et à mesure, sans langue de bois et sans tabou, tout un ensemble d'événements avec une impartialité, et c'est là où est le problème, justement, une impartialité audiovisuelle qui nous caractérise. Nous allons bien sûr présenter ces émissions tout à fait en dehors des radios, des télévisions de l'État, qui sont conditionnées par ce qu'il faut dire. Nous dirons tout. Pour commencer, je voudrais remercier autour de moi Monsieur Padovani, qui est donc le président du collectif des citoyens contribuables et regroupant 204 associations, c'est bien ça, monsieur, 204 associations, avec 12 ans derrière lui, 12 ans d'investigation, 239 lignes d'impôts. À ma droite, monsieur le maire, que je remercie également, monsieur le maire de Rions. Je tiendrai déjà au départ à vous dire que je veux briser cet amalgame. Car lorsque les médias nous parlent d'impôts, ils nous parlent toujours de la ligne impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière, depuis les gilets jaunes, taxe sur les carburants, et à la rigueur TVA. Or, la question que l'on pose publiquement, c'est au fait, citoyen contribuable lambda, vous êtes dans ce pays assujetti à combien de lignes d'impôts? La réponse était 239 avant l'arrivée de M. Macron. C'est passé à 252 depuis son arrivée. Et ça, il faut démystifier cet amalgame. Parce que lorsqu'on vous dit qu'on veut réformer l'impôt sur le revenu par la ponction à la source, on vous fait croire qu'on réforme les impôts. Non, on ne touche qu'une ligne d'impôt sur les 252. Et ça, il faut le savoir, parce que tout à l'heure, je vous expliquerai comment on en est arrivé là. Écoutez, on va essayer de voir sur un panel, n'est-ce pas, de maires que nous avons. Je me tourne vers vous, monsieur le maire de Rions, maire en présence, bien sûr, de la fiscalité dans tous les domaines. Les principaux problèmes, monsieur David, c'est... Mais la gestion d'une commune, c'est très complexe, justement dans le domaine de la fiscalité, des recettes, des dépenses. Et les communes rurales, la plupart des communes rurales françaises sont tributaires de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Ça provient de l'État. Donc elle a été baissée jusqu'en 2013-2014. Et elle s'est stabilisée depuis l'arrivée de M. Macron, qui lui a annoncé en contrepartie la suppression de la taxe d'habitation, bon, vous en connaissez la raison essentielle, et qui va progressivement donc impacter les communes sur ses recettes. Donc la DGF plus les impôts locaux, les autres impôts locaux classiques, là, taxe foncière bâtie, non bâtie, taxe d'habitation qui disparaît, c'est on va dire 80% des recettes des communes. Sans ça, on ferme la porte et c'est la disparition de nos communes et des activités. Donc, que va-t-il se passer vis-à-vis de la taxe d'habitation? On ne sait rien. On l'apprend par la presse, nous les élus.
mon collègue qui est à côté pourra le confirmer. On n'a pas d'informations particulières, on apprend ça toujours par la presse. Donc l'avenir des communes est clair, aujourd'hui rural, Elle dépend de la taxe d'habitation. Elle dépend de ces impôts locaux et elle est compromise. Si vous voulez, le levier qu'on disposait donc dans le passé, c'était de faire évoluer nos communes par rapport à la population. Donc il y a des communes, nous on est Sainte-Croix-du-Mont, Rions, on est à proximité de Bordeaux, près de Langon, on est dans des zones d'activité où il y a une très forte demande de venir s'installer sur nos communes. Donc dans le passé, le fait de faire venir des gens, ça nous a mené de la taxe d'habitation et ça nous permettait de payer les équipements. Quand on fait venir des jeunes, il y a des enfants, l'école est obligée d'être agrandie, les voiries, etc. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir. En plus, je laisserai la parole à mon collègue parce que je suis aussi très bavard. Il prendra, s'il veut, le relais vis-à-vis des communautés de communes, qui est encore un autre problème particulier qui est venu finalement alourdir la charge des communes. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors attendez, excusez-moi. D'abord la parole donc, à monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez en fait, de ces communautés de communes, cette fiscalité qui a été interdite? On passera la parole après à monsieur Padovani. Moi, je voudrais confirmer ce que dit mon collègue, effectivement. Si on parle des taxes, effectivement, c'est un produit qui vient compenser des dépenses, puisque vous savez bien que ce soit au niveau national, départemental ou communal, eh bien, il y a des dépenses qui sont compensées par des recettes que l'on appelle impôts, taxes, tout ce que l'on veut. Effectivement, c'est un empilement pour pressurer de plus en plus le contribuable dont je fais partie. Donc effectivement, si on parle de la taxe d'habitation, ce n'est qu'un effet d'annonce, puisque personne n'avait demandé de supprimer cette taxe d'habitation, qui est certes injuste, puisque l'assiette a été déterminée en 1970, et seules les habitations ou les bâtiments nouveaux sont véritablement en adéquation par rapport à aujourd'hui. Donc cette suppression va avoir un impact dramatique parce que donc, sur l'effet d'annonce Macron, cette recette va nous être compensée à l'euro près. Mais que je vous explique. Donc l'impôt, au final, quand on le supprime d'un côté, qu'on le met de l'autre, eh bien c'est toujours le contribuable qui paie. Or le pot commun, eh bien ce sera tous les contribuables. Non pas les contribuables, mais tous ceux qui payent des taxes finalement, puisque la recette donc, est un produit et qui vient des impôts certes et des taxes. Donc je veux dire par là, même les plus démunis vont participer aujourd'hui, alors qu'ils étaient exonérés de la taxe d'habitation, ils vont participer donc au produit, puisque c'est pris au pot commun, donc quand on va payer la TVA, quand on va payer, etc., et même dans les grands magasins, ça, bien, donc cette recette, et bien aussi tous les moins aisés, bon, et les plus pauvres, voilà, parlons-en. C'est la fameuse compensation. Mais non, aujourd'hui. Et cette compensation, cette compensation, c'est l'État qui va D'accord. nous la reverser, mais l'État, c'est qui? C'est qui? L'État, c'est qui? C'est nous. Effectivement, le produit va aussi impacter la taxe, c'est-à-dire tout ce qui nous touche auprès de la TVA, etc., etc. Il faut bien le comprendre, évidemment, que les médias traditionnels ne le disent pas, ou c'est pas dit d'une manière très implicite. Moi, je vous le dis, ça impacte tout le monde, dont les plus pauvres, et ça, c'est lamentable. Parce qu'à la taxe habitation, effectivement, il y a des gens qui l'a payé, dont je fais partie, mais il n'y a qu'environ 45% des contribuables qui paient la taxe habitation. Parce qu'il y a des seuils, et ceux qui ne sont pas au seuil ne paient pas la taxe habitation. Et encore heureux, évidemment. Voilà, donc voilà, j'en termine sur la taxe habitation. Ensuite, les communautés de communes. Qui ont été voulues par un effet de décentralisation. Bref, donc nous, on avait harmonisé notre CDC qui s'appelait donc Coteaux de Garonne et nous fonctionnons sur la TA, la taxe additionnelle, c'est-à-dire que le produit direct payé par le contribuable servait à payer les charges transférées. Donc je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus, mais vous savez que la loi NOTRe, et vous savez par qui elle a été votée, j'insiste là-dessus, c'est incroyable, parce que c'est une loi NOTRe et consécutive à ce qu'on appelait le rapport Balladur. Vous savez bien qui était Balladur.
Bien, donc il y a eu un rapport qui était comme ça. Donc j'ai eu la patience de lire ce rapport. Donc eh bien, ça parlait de communes nouvelles, de grossissement. Eh bien, moi je suis radicalement contre toutes ces fusions. Parce que, d'abord, ça éloigne le pouvoir du citoyen. Moi, je suis pour la strate commune, la strate départementale, la strate régionale éventuellement, mais pas dans des usines à gaz qui devaient faire des économies d'échelle. Or, on le voit bien. Donc, nous, notre communauté de communes a dû fusionner parce qu'on était obligé, puisqu'elle comptait moins de 15 000 habitants. Donc, nous avons fusionné avec notre communauté de communes, le Podin-Saquet, qui comprenait 20 000 habitants et qui n'était pas obligé, mais comme elle se sentait écrasée par 2 autres communautés de communes, nous on a fusionné. Donc voilà, donc eux étaient à la TPU et ça crée des problèmes très importants pour effectivement s'harmoniser, puisque ce sont les communes, comme le rappelait mon collègue, qui vont en pâtir. Mais ça ne va pas se passer comme ça. D'ailleurs, j'inviterai à la prochaine réunion du conseil communautaire ce qu'on appelle parfois d'une manière péjorative, et moi je les respecte, les gilets jaunes, pour que vous puissiez ouïr très exactement ce qu'il va s'y passer. Parce qu'on veut étrangler effectivement les coteaux de Garonne, et donc ma commune, et effectivement, lorsqu'on me rappelle que je devrais des sommes abyssales, eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que moi je ne peux plus augmenter mes impôts, puisque je n'ai plus ce levier taxe d'habitation. Alors nous allons parler, voilà. Excusez-moi, monsieur Padovani, ce euro prêt que nous allons avoir dans compensation de la taxe d'habitation, vous y croyez? Alors moi je vais intervenir pour bien clarifier les choses. Messieurs les maires, vous avez raison. Ce que vous venez de résumer, ça s'appelle un gouvernement qui vous a fait de l'enfumage. Ça s'appelle comme ça se résume en un seul mot. Vous avez raison sur les fusions des intercommunalités qui vous ont été imposées. Simplement, moi je vais remettre un peu le débat dans ses rails. Je vais parler en tant que spécialiste de la fiscalité et tenant compte bien sûr que dans les mairies, etc., c'est ce qui alimente vos budgets. Par rapport à la taxe d'habitation, on arrive à l'aberration suivante. Monsieur Macron, qui a été inspecteur général des impôts, qui a été ministre de l'Industrie sous Monsieur Hollande, et ministre des Finances, qui est un produit de Bercy, qui est payé par Bercy, nous dit dans ses promesses électorales, on va supprimer la taxe d'habitation. Il nous dit ça. Et il nous dit elle est injuste, elle est inopportune, elle ne sert à rien. Alors on a envie de lui répondre pourquoi on nous l'a fait payer 50 ans. Mais les maires répondent, ça rentre dans le budget. Il répond, vous aurez des dotations. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'aujourd'hui, avec les gilets jaunes, on vous parle que le consentement à l'impôt serait remis en cause par les contribuables. Mais on fait l'amalgame. Personne ne dit, mais qu'est-ce qui justifie, que dit la loi sur l'impôt perçu? Et pour une fois, c'est très simple. L'impôt perçu sert à financer le budget de l'État et des collectivités territoriales, point. Il le dit vis-à-vis des contribuables, il ne dit en aucun moment qu'on doit s'en servir pour faire tout et n'importe quoi, notamment des promesses électorales, notamment des déviances, notamment des dérives. Or, c'est ce que l'on constate. Et quand on en arrive à vous parler de la taxe d'habitation, pour bien comprendre ce que je vous ai dit en préambule, cette taxe d'habitation, grosso modo, comprend une ligne commune, une ligne département, elle comprend la taxe audiovisuelle qui, grâce à nous, ne prend pas les 8% de frais de gestion, et elle comprend parfois une ligne intercommunalité. Donc, si vous m'avez bien suivi, ce sont 4 lignes des 252. C'est pour ça que moi, je reviens à généraliser. Après, quand chaque maire est obligé de modifier cette taxe, il faut savoir comment ça se passe, mais en tout état de cause, ils vont modifier 4 lignes, moins la redevance audiovisuelle, ils vont modifier 3 lignes. Imaginez que pour des raisons d'équilibre, etc., ces taxes augmentent, comme on l'a trouvé dans la Haute-Garonne, en 2015. Toulouse, plus 15%. Cugnot, plus 35%. Aurignac, plus 46%. Saint-Gaudens, plus 21%. Nous faisons des investigations, et dans les 4 cas, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que là, les taxes ont augmenté pour couvrir 4
désastreuse gestion. Et je regrette, mais le fondement légal de l'impôt perçu ne dit pas qu'on doit imputer aux contribuables des mauvaises gestions. Il faudrait, dans les propositions données à Macron, qu'on puisse créer le délit de mauvaise gestion. Les contribuables n'ont pas à payer ça. Alors, dans des cas extrêmes comme cela, nos investigations révèlent que ces votes ont été obtenus par des ordres du jour et des votes pipés et truqués en bande administrative organisée. C'est très grave. Celui de l'administration fiscale qui vient voir l'élu qui a sa dette, je prends l'exemple de Saint-Gaudens, il lui dit « Tu as 1 million de dettes sur une médiathèque, c'est pas grave, j'ai amené ma réglette. Tu vas mettre à l'ordre du jour, c'est très important ce que je vous dis, tu vas mettre à l'ordre du jour de faire varier le taux de la taxe d'habitation de 2%. Et tu vas faire voter ça. » Alors tous les élus, y compris d'opposition, se disent « Bon, on traîne cette dette, bon 2%, c'est un de plus que l'inflation, tout le monde vote ça. » Sauf qu'il est obligé d'avoir de la transparence. Et ils auraient dû mettre virgule, pour l'exemple de Saint-Gaudens, c'est que ce taux qui était à 16 va passer à 18, et c'est ce 18 qui va induire pour le contribuable les 21%. Et là, ça ne figure nulle part. C'est d'autant plus grave que quand bien même le contribuable accepterait de vouloir combler cette dette qui ne lui incombe pas, il faudrait à ce moment-là que cette hausse s'accompagne d'une date butoir d'expiration au-delà de laquelle la dette étant amortie, cet impôt doit redescendre. Et là, l'administration fiscale qui a encouragé l'élu vous dit « Ah mais moi, je n'ai pas le droit de demander à des élus de voter ». Donc, vous voyez, le cercle est bouclé. Et là, ce sont des déviances graves du fondement même légal de l'impôt perçu, vu par le contribuable qui paye évidemment ses douilles. Alors vous avez parlé de taxes, de nouvelles taxes. Nous, les contribuables de notre territoire, là, elle s'appelle Convergence Garonne. Les 25 communes, on a une nouvelle taxe qui s'est ajoutée sur la ligne des taxes d'habitation, foncier, bâti, non bâti. Ça s'appelle la GEMAPI. Oui. Voilà, donc c'est lié à la gestion des eaux et à la politique contre les inondations. L'État s'est désengagé des financements de ces activités-là, de protection des inondations. Et certaines communautés de communes, comme la nôtre, alors mon collègue et moi et d'autres élus, on a été contre, parce que c'est un nouvel impôt, qui est à payer par les contribuables, qu'on soit gilet jaune ou pas, tout le monde doit payer et qui se rajoute à vos 200 et quelques taxes. Elle fait partie de cette nouvelle. Elle fait partie de la liste. C'est la 252e. C'est ce qu'on appelle, Alors, monsieur, c'est ce qu'on appelle le désengagement de l'État. Nous allons donc donner la parole, si vous voulez, aux gilets jaunes qui sont concernés, bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion, bien sûr, dans la vie professionnelle, d'en interviewer. On trouve tous les cas de figure des ingénieurs, des techniciens, des gens normaux, des gens communs et mortels, depuis la cuisinière, si on peut dire, jusqu'à l'aumônier. Que pensez-vous de cette fiscalité? Et je m'adresse à vous, les gilets jaunes qui sont à ma droite, là-bas. Allez-y, la parole est à vous. Alors, ici nous représentons donc une association de gilets jaunes qui a par nature décidé de s'écarter un petit peu de la mouvance gilet jaune générale pour garantir une action sans violence, sans dégradation et en toute transparence. À ce titre, nous avons eu des actions sur les ronds-points, comme tout un chacun à partir du 17 novembre, et puis nous avons ensuite décidé de nous constituer dans un train d'action un peu différent, en interpellant des élus locaux, en envoyant des courriers recommandés à nos chers ministres, présidents et préfets, en tentant d'organiser et en ayant organisé des entrevues avec sénatrices et députés, afin de faire remonter le malaise ressenti par les gilets jaunes, évidemment, mais aussi par toute une frange de la population qui ne s'exprime pas et qui pourtant est là de manière latente, et on le sent cette pression de plus en plus quand on est à l'écoute, évidemment. Or, c'est à nous, c'est notre rôle aussi
d'être contestataire d'une part, mais aussi d'être revendicateur et pour tout le monde, et pas simplement pour notre cause. Parce que la cause des Gilets jaunes, c'est la même que celle de tous. En ce qui concerne la fiscalité, nos propositions, celles que l'on soutient, qu'on a fait remonter, tant auprès des élus locaux que des élus nationaux, c'est évidemment, mais ça tout le monde l'a déjà dit, la suppression de la hausse de la CSG, et particulièrement les prélèvements qui sont sur les pensions de retraite, sur les pensions d'invalidité, etc., etc. C'est la première chose. Évidemment, la suppression et la non-instauration, des fois qu'elle veuille revenir, de la taxe carbone, d'accord, puisque le budget carburant en Gironde, c'est pas un 20 mots. Nombre de contribuables sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler. C'était le commencement, d'ailleurs, il faut dire, absolument, de la revendication des Gilets jaunes. Absolument. Manifestement, notre voix n'a pas été entendue, puisqu'aujourd'hui, le cours du litre de gasoil a dépassé le cours du litre de gasoil du 17 novembre. Manifestement, donc, notre mouvement n'a pas dû être assez véhément, ou au moins pas être assez actif. Et puis ce que l'on souhaite aussi, dans un avenir plus proche, c'est de proposer une réduction des retenues sur salaire. Alors entendez-nous bien, pas de la façon qui détruirait le système social en France, puisque tout le monde sait que diminuer le salaire brut, ça veut dire détruire un financement des hôpitaux, de la sécurité sociale, des retraites, etc. Donc il n'est pas question de ça. Mais essayer de trouver un moyen d'une réduction de 8% des retenues sur salaire pour ramener un SMIC net à 1300, à peu près 5 euros à peu près, par mois, qui permettrait non pas de faire des agapes, mais bien d'avoir une vie décente pour le foyer français moyen. Alors, évidemment, réduire des charges sur les salaires, il faut bien les compenser, parce qu'on n'est pas magicien, on ne crée pas de richesse comme ça, on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de créer une redevance compétitivité sociale qui correspondrait, en plus de la TVA, sur les produits d'importation hors Europe, un taux d'environ 4% qui serait également réparti entre le financement de la sécurité sociale, du chômage et de l'ARCO, donc les retraites. Voilà. Quant à la masse la plus importante représentée par la dette qu'il va falloir un jour rembourser, malheureusement, il va bien falloir le financer, et c'est certainement pas en prélevant 600 milliards d'impôts par an qu'on va y arriver, puisque notre dette aujourd'hui est à hauteur de 2500 milliards, 97% de notre produit intérieur brut. Quand on arrivera à 100%, on ne pourra plus rien financer du tout, donc on ne pourra que remprunter pour rembourser la dette, mais il restera toujours les intérêts qui courent, donc de toute façon on ne s'en sortira pas comme ça. Il y a une solution qui est très simple et qui a été mise en avant, et nous la soutenons, nous, dans notre mouvement, qui est une taxe de 0,1% sur tous les bénéfices qui sont réalisés par les GAFA. Et, première chose, et la deuxième chose, rapatrier systématiquement et fermement l'optimisation fiscale qui est faite dans les pays étrangers. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens compétents comme M. Filoge, qui jadis fut ministre, et donc qui est assez bien placé pour pouvoir en parler, qui estime ces montants à plus de 140 milliards d'euros par an. Donc on imagine qu'à cette vitesse-là, la dette, elle pourrait fondre comme neige au soleil. Et si on fait disparaître la dette, instantanément, le revenu par citoyen va augmenter. Instantanément, le SMIC va augmenter, instantanément, les impôts vont baisser. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'on concentre à rembourser cette dette, ou du moins les intérêts de cette dette, vont se reporter sur la vie et le financement du citoyen. Donc, le financement du citoyen, c'est ses hôpitaux, ses retraites, ses aides sociales, ses infrastructures, son transport. D'ailleurs, à ce propos, avant que j'oublie, ce qu'on propose aussi, et ça c'est plus localement, c'est d'essayer de faire financer le péage pour les Girondins qui vont travailler sur Bordeaux. Pourquoi ? Quand on habite à La Brède ou Saint-Selve, qui sont des petites communes au sud de Bordeaux, dans un rayon de 15 km,
on a accès à l'autoroute A62 gratuitement. Par contre, quand on vient de Podensac ou de Langon, 15 ou 18 km plus loin, là, il faut s'acquitter d'un péage. Vous me direz, bon, c'est normal, on a financé la construction. Oui, ça fait un moment que la construction a été financée et qu'aujourd'hui, on a cédé les droits d'exploitation de nos autoroutes à des entreprises privées, mais là, ce n'est pas le débat. Donc, c'est un peu injuste. D'autre part, sur l'A63, qui est l'autre autoroute, donc qui va vers le bassin d'Arcachon, etc., là, il n'y a pas de péage. Donc, des gens peuvent faire 30, 40, 50 km sur cette autoroute-là sans s'acquitter de la moindre redevance. Donc, il y a un déséquilibre. Et donc, ce que nous, on souhaite, c'est faire rétablir une justice en faisant financer, alors par une taxe locale vraisemblablement qu'il faudra définir, mais qui pourrait être supportée par les entreprises, par du financement d'État, bref, mais faire supporter cette égalité sociale pour permettre aux gens d'aller travailler au même prix, qu'on soit du Sud-Gironde Est que du Sud-Gironde Ouest. Voilà. Monsieur Bernard, Jean-Claude Bernard, vous êtes, je le rappelle, maire de Rions. Tout à l'heure, on a entendu parler de la CDC. Je voulais faire simplement 2 mots pour la CDC. Beaucoup de gens qui sont à l'extérieur de nos communes ne savent pas ce que c'est que la CDC. C'est, en 2 mots, une communauté urbaine un peu bordelaise adaptée au rural, non? Je me trompe? On va préciser. Alors, avant de préciser ça en 2 mots, je voulais dire, pour rebondir par rapport à ce que disaient ces messieurs des Gilets jaunes, c'est que une commune comme Rions, qui est une commune rurale à 30 km de Bordeaux, je pense que Sainte-Croix-du-Mont c'est pareil, et l'ensemble des communes environnantes c'est la même chose, il y a 60% des gens qui ne paient pas d'impôts locaux. Sur ces communes-là, je crois que Cadillac, c'est 70 ou 75% de gens qui ne paient pas d'impôts. Ça veut dire que si on peut parler de potentiel, en matière de soutien aux Gilets jaunes, ces gens sont là. Et dans les 40% qui restent, moi j'en fais partie, on soutient le mouvement des Gilets jaunes. Je veux dire qu'en France, ce que l'on voit apparaître dans les manifestations ne représente pas la réalité des choses qui se passent dans le pays, notamment du monde rural, puisqu'on est dans le monde rural. Vous voulez dire que la télévision ne prend pas ce qu'il faut, en fait? La télévision ne prend pas ce qu'il faut, enfin bon, on peut revenir sur ce problème. Les influences sur les chaînes. Alors, ensuite, concernant les communautés de communes, alors, mon collègue n'est pas favorable. Moi, ma position est différente, dans la mesure où la communauté de communes, elle est là pour mutualiser les moyens, optimiser les moyens, de façon que le service coûte moins cher que si c'était traité directement par la commune. Donc c'est un regroupement de communes qui a été mis en place par la loi NOTRe sous François Hollande pour donc réduire les coûts. La réalité, c'est pas ce qui s'y passe. La réalité, c'est que nous, on le vit sur cette communauté de communes, on embauche beaucoup de cadres A, ça a été le débat lundi soir, et ça va coûter plus cher aux contribuables, ça va coûter beaucoup plus cher. De plus, ces communautés de communes, elles ont été créées de façon à être un outil au service des communes, au service des habitants. Mais on se rend compte que c'est pas ça qui se passe, quoi. C'est un petit groupe d'individus un peu puissants, puisqu'ils sont aux manettes de communes un petit peu plus importantes, et puis qui, par le jeu des décisions qui sont prises, développent peut-être davantage sur leur secteur que sur les autres communes. Et c'est le débat qu'il y a eu lundi soir concernant les attributions de compensation dont a parlé mon collègue. Donc je crois que M. Macron qui fait le tour, du territoire, et donc on doit rendre hommage aux Gilets jaunes parce que depuis qu'il y a eu ces mouvements, le président de la République a pris compte que dans le pays, les communes, pas les individus eux-mêmes, les maires représentent, donc c'est l'entité qui représente la commune, est quelque chose d'important. Le pays, dans le monde rural, je dis bien dans le monde du rural, est tenu par 3 instances. Les communes, la gendarmerie et le service des pompiers. Vous enlevez de l'importance à une de ces trois institutions, vous avez un déséquilibre énorme qui se produit, qui se met en place.
Donc il faut redonner de l'importance aux municipalités et réduire l'autorité qui existe aujourd'hui sur les communautés de communes. Donc, moi je proposerais, chers collègues, que la présidence, par exemple de la communauté de communes, soit tournante, que tous les ans, il y ait un élu, un maire ou un adjoint qui se retrouve d'une commune différente, qui se retrouve au président. Chose qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. Que le bureau c'est quelques maires ou élus qui ont été et qui sont de la famille, je dirais, de la sensibilité du président, que tous les élus des 25 communes, puisque nous c'est 25 communes, on soit tous membres du bureau et qu'on décide tous. Lundi, on était tous réunis, on a décidé de ne pas accepter ce que proposait le président, par exemple. Et on va trouver des solutions qui vont nous permettre d'évoluer. Sinon, elle va éclater. Voilà, ensemble, Chers collègues. collégialité de Non. tout cet ensemble. Monsieur Latapi. Oui, juste pour revenir sur les communautés de communes, puisqu'on parle de gabegie financière, eh bien c'est une gabegie financière. Alors, le regroupement des communes, moi je ne suis pas contre. Ce fut le cas lors des adductions d'eau qui ont été réalisées sur nos communes. Des syndicats s'étaient créés, qui existent encore et qui marchent très bien. Donc on peut très bien se regrouper pour faire des choses intelligentes. Par exemple, dans le cadre du développement économique, puisqu'on ne redistribue de la richesse que quand on la crée. Pour que ça soit redondant effectivement sur nous tous. Ça, voilà. Donc, or, on a créé des services, puis des services, puis des services qui nous échappent, et c'est, je le dis bien, une véritable gabegie, puisqu'effectivement, le fonctionnement de la CDC Convergence Garonne, devinez combien? 15 millions d'euros. Donc, en plus, on ne fait pas d'économie, on crée encore plus de dépenses. Donc, puisqu'on parle d'impôts et de taxes, eh bien oui, nous payons plus d'impôts et de taxes. Je rejoins je vous rejoins parce que franchement vous avez dit des choses intéressantes et néanmoins vous avez oublié effectivement la taxation de ces produits lourds qui font fonctionner ces gros porte-containers et le kérosène qui sur l'aviation, parce que quand on prend un billet d'avion, eh bien si on met un petit peu plus, voilà. Donc effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quant aux escrocs et aux bandits de la finance, eh bien c'est vers eux qu'il faut courir, donc, et non pas débaucher des agents de l'administration fiscale, parce que toute cette protection d'optimisation fiscale qui échappe, donc c'est des milliards, vous l'avez rappelé. Effectivement, on dit 80 à 100 milliards, plus. Donc vous avez dit 250 milliards et vous avez très justement parlé, parce qu'il ne faut pas se prendre pour Einstein, effectivement ce n'est que de la mathématique simple. Si on récupère de l'argent, eh bien c'est plus le contribuable qui met la main à la poche, mais on touche le vrai contribuable. Et ça c'est très important ce que vous avez dit. Et j'adhère parfaitement à ce que tout le monde dit là, parce que effectivement, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais effectivement, si on supprime la taxe d'habitation et si on ne le rend pas un jour, on aura deux leviers de manœuvre, puisque ce qu'on appelle l'ATP, la taxe professionnelle, qui s'appelle plus comme ça, mais je vous en fais grâce. Donc il y a deux taxes qui nous échappent. Donc le levier pour augmenter nos impôts, pour avoir un nouveau produit, ça sera quoi? Eh bien le foncier bâti et non bâti, dont les assiettes sont infimes. Donc le produit à pourvoir étant peut-être très important, donc il faudra augmenter de combien? 200%, 300% sur ces lignes-là, puisqu'on parle de lignes. Moi je connais les lignes, ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas ancien combattant, mais moi je construis des budgets depuis 1995. Alors bon, je sais ce que c'est, donc j'ai beaucoup travaillé sur ma commune, donc, et tous les maires travaillent beaucoup sur leur commune, donc c'est pas pour les voir spoliés, vampirisés aujourd'hui par ces fameuses concentrations de pouvoir que sont les CDC. Oui, au regroupement des communes intelligents, mais pas aux fusions des communes, parce que le père de leur entité, la commune c'est quoi? C'est une histoire, c'est une église, un cimetière, un monument aux morts, une histoire. Et puis après, les gilets jaunes. Bon, excusez-moi, je monopolise un peu la parole, mais vous allez voir ce que je veux vous dire. Autrefois, mais on ne parle pas du passé, mais si un petit peu, figurez-vous qu'il y avait ce qu'on appelle les bistrots.
Et dans les bistrots, les gens venaient là pour discuter, tout ça. Des fois, on s'engueulait, et puis on buvait un coup, et hop, c'était reparti, tout ça. Bon, on évoquait des sujets divers et variés, politiques, ou de poules et de chiens qui s'échappaient, ou qui mangeaient je ne sais quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de bistrot parce qu'il faut plus ceci, il faut plus cela, il faut voilà. Et c'est marginal, et ce sont des gros mots maintenant de parler de bistrot. Or, pourquoi les Gilets jaunes et ce regroupement a fédéré ce mouvement? Eh bien, les gens se rencontrent, et ils parlent, et ils discutent. Et ça, c'est génial. Et puis alors, le grand débat, je vais vous dire, c'est de la poudre de perlimpinpin. Parce que le grand débat, moi, je l'organise tous les jours sur ma commune. Figurez-vous que moi, je suis à la retraite, peut-être que j'ai cette chance, parce que figurez-vous que je suis retraité, moi j'étais chef d'entreprise, je ne vous dis pas, j'aurais honte de vous dire combien j'ai à la retraite. Voilà, donc, mais enfin, c'est comme ça. On dit, ouais, tu l'as voulu, ouais, merci bien, c'est comme un peu d'être maire, t'as voulu, oui. Je suis très content de pouvoir travailler pour ma collectivité, et je crois que mes collègues sont aussi très contents. Donc, je le répète, je ne veux pas aujourd'hui, de par ce système infernal, qu'on nous vampirise nos communes. Et bravo les Gilets jaunes. Alors, Gilets jaunes, oui. Casseurs, non. On assimile tout ça. Non, mais c'est infernal. Et puis on dit cette violence, mais elle vient de qui, la violence? Donc des casseurs et de la police, commandée par le gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, qui dit il faut juguler cette violence, et badabim, badaboum, il y a je ne sais pas combien de blessés, des yeux crevés, des gens estropiés, mais je veux dire par là, d'ailleurs, je crois que j'ai ouï dire que la présidente ou la vice-présidente de l'ONU remet en cause cette violence, et qui a été mise en cause aussi par le Conseil européen. Merci, monsieur Latapi. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur l'Europe. Eh bien, vous allez le dire tout à l'heure. Merci Monsieur beaucoup. Padovani. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Je vais de nouveau remettre un peu le débat sur certaines rails. D'abord, je rejoins à la fois les deux maires et les Gilets jaunes, parce que vous parlez tous les deux, en fait, qu'il faut, darda, en France, faire une réforme globale de la fiscalité. Ça fait longtemps qu'on le dit ça. Cette réforme globale de la fiscalité va devoir passer, et là je vais vous défaire de nouveau un amalgame, elle va devoir passer par des réductions de dépenses publiques. Mais nous disons de dépenses publiques inutiles, pas celles du social, pas celles des services publics. Là, on vous en fume. Il y a ici une liste de dépenses publiques que l'on peut gagner, c'est-à-dire faire des économies, et je rejoins les Gilets jaunes, ces économies pourraient être redistribuées dans leurs revendications. Je félicite les Gilets jaunes de faire des propositions. Elles sont toutes bonnes, mais il faut que ça passe par une réforme globale de la fiscalité. Et ce que les Gilets jaunes, je pense, veulent aussi vous dire, c'est qu'il y a un lien largement étroit entre le matraquage fiscal et la perte du pouvoir d'achat. Le problème des Gilets jaunes, c'est un problème de contribuables qui sont descendus dans la rue, vêtus ou pas d'un gilet jaune, parce que le pouvoir d'achat, ils ont compris que la première cause de la chute incessante de leur pouvoir d'achat, c'est la pression fiscale française que nous situons aux alentours de 57% du PIB, qui est un record du monde. Pour rappel, au niveau des collectivités territoriales, communautés de communes, je vais un peu ironiser parce qu'elles ont été conçues par les lois Chevènement. Et elles avaient été conçues, figurez-vous, pour réduire les dépenses publiques en regroupant les communes. Et ces messieurs ont raison de dire qu'il y a eu des déviances. Il y a eu des bombardements de postes de vice-président, il y a eu bon. Ensuite est arrivée la loi NOTRe. Dans tout le pays du Sud que je connais, tous les élus ont été contre. Les préfets les ont imposés. Ils les ont imposés. La loi NOTRe, elle se finit comment? Elle se finit par le gros mot, on va mutualiser la fiscalité. Si vous prenez un exemple de 3 ou 5 collectivités qui ont été réunies, des dossiers que nous possédons, il y en avait toujours une ou deux bien gérées, 2 ou 3 mal gérées. Le résultat, c'est que les habitants de ceux qui étaient bien gérés, ils vont mutualiser les dettes de ceux qui étaient mal gérés. C'est ça qui va se passer. Donc des déviances évidemment de ce qui était conçu au départ. Et après, par rapport aux Gilets jaunes, je félicite les Gilets jaunes ici, de Gironde, ceux de Langon,
comme chez nous de Saint-Gaudens, parce que ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu ni de dégâts, ni de pavés, il n'y a pas eu de vitrines cassées, il n'y a pas eu d'agression, de gendarmerie. Là, les médias n'en parlent pas. C'est pourtant très important, parce que ça veut dire bien que là, il s'agissait donc d'une insurrection. C'est une insurrection, mais c'est une insurrection qui était pacifique. Personne ne veut en parler. Moi, je les félicite parce que tous ces jeunes, notamment, qui sont là, ils ont de quoi descendre sur les ronds-points. Il s'agit, et c'est le but de notre collectif, vous pensez qu'à mon âge, en ayant très récemment pris ma retraite, je ne pourrais pas aller me trouver en Inde ou visiter l'Indonésie ou des pays que je ne connais pas. Or, depuis 12 ans, on défend les contribuables parce que nous pensons à notre jeunesse. Nous pensons, et la jeunesse doit se dire, ce n'est pas vos parents qui vous ont mis dans cette situation. Ce n'est pas un problème de génération. Ce sont les élus, et moi je ne confonds pas, ce sont les élus de Paris. Ce sont les élus de Paris qui, depuis 50 ans, vous ont mis dans cette position. Et donc la révolte des Gilets jaunes en tant que contribuable, elle est légitime. J'ai entendu parler du mot violence. Moi j'ai répété, il n'y a pas longtemps, sur Antenne 2, je l'ai répété sur FR3, j'ai dit, mais messieurs, vous nous parlez de quelle violence? Pourquoi vous ne nous parlez pas de la violence que vous nous faites fiscale depuis 30 ans? Quand vous avez des ménages qui reçoivent des impôts plus 40, plus 50%, il doit même y avoir, pourquoi pas, des couples qui se disputent à cause de ça. Il faut les payer, ces impôts. On vous dit, vous les payez, vous la fermez. Alors, je conclurai en vous disant, et ça, c'est très grave. Figurez-vous que nous avons une dent contre le journaliste de LCU qui s'appelle Renaud Pilat. Il vient vous dire que, normalement, on devrait respecter les règles. Qu'est-ce que c'est que ces gilets jaunes? Alors, nous lui répondons en 1789, quand les révolutionnaires ont pris la Bastille, est-ce qu'ils ont demandé une autorisation préfectorale? Et non, il s'agissait d'une insurrection. La deuxième chose qu'on leur dit, ils n'ont pas défait le bâtiment d'un ministère. Non, ils ont défait la Bastille. Ensuite, nous disons ceci, voilà une république qui est née d'une révolution qui a renversé la monarchie, et depuis la Ve République, alors y compris maintenant avec ce qu'on a, voilà, qui nous fabrique des lois pour qu'il n'y ait plus de révolution. C'est incroyable quand même. Et alors nous disons ceci, c'est vous qui mettez les barricades. Est-ce que vous savez que depuis M. Raffarin, on a cessé de prévenir tous nos gouvernements qu'il allait y avoir une révolte des contribuables? On ne vous répond pas, on ne vous écoute pas dans ce pays. Ils n'obéissent qu'à des rapports de force. Et nous ne mélangeons pas les élus du terrain, qui sont les vrais élus, avec ce qu'on appelle les grands élus ou les élus de Paris. Voilà. Ça, il fallait que je vous le précise, parce que c'est une des causes qui ont mis en colère les Gilets jaunes. Et je vous dirai, qu'en me battant pour vous tous bénévolement, quand je vois ça, je reçois une violence intérieure. Bon, mon éducation, ou moi-même, j'ai appris à la contenir. Mais je peux vous dire que quand vous menez les investigations que l'on mène, que l'on découvre ce que l'on découvre, on a une violence à l'intérieur dont on aurait peut-être le droit de l'exprimer. Simplement, on essaye de raisonner les choses, parce que, je finis, vous avez raison sur le grand débat, je pense qu'il y a de fortes chances que ça accouche d'une souris. Nous disons ceci, répondons quand même, répondons, parce qu'à chaque fois qu'on envoie des courriers, en réalité, c'est parce qu'on rentre dans la faille de ce système. On les oblige à répondre, et s'ils répondent, souvent ils nous mettent des âneries dedans, donc on s'en sert. Là, les 12 propositions qu'il y a ici, je peux vous en laisser les modèles, on les a envoyées surtout la naissance des Gilets jaunes. On a envoyé 12 propositions, dont une humanitaire. Et figurez-vous qu'on les a intégrées dans un tout, ces 12 propositions. Elles touchent tous les gens qui avaient sur les barricades, tous. Pas que les retraités qui n'auraient que 2000, pas que le SMIC. Elles sont axées pour que tous les salaires... Et nous faisons une liste impressionnante de tous les compartiments où on peut faire des économies. Savez-vous qu'il y a plus de 7000 agences d'État qui sont des rentes à vie? Savez-vous qu'il y a des comités de ceci, de cela à Paris? Savez-vous que vous avez des cadres de Bercy qu'on a fait épingler par la Cour des comptes qui se servent des rémunérations illégales, 206 000 € net, plus primes, plus intéressement? Que font les médias de Paris de ne pas parler de ce rapport de la Cour des comptes? Savez-vous que la justice, lorsqu'on saisit la justice,
Savez-vous qu'elle vous répond? Mais nous sommes l'élite. Vous devriez savoir que la Cour des comptes, pour nous, dans ses rapports, n'a qu'une valeur comptable. Elle n'a aucune valeur juridique. Alors nous posons la question, qui surveille nos élus une fois élus à Paris? Qui les surveille? Nous avions déposé un projet de charte éthique obligataire de l'élu, dont on parle, qui a été retenu par le Parlement européen. On demandait ceci, à chaque fois qu'il va y avoir des élections, les candidats s'engagent à signer cette charte éthique obligatoire. On fait 8 ou 10 points à respecter. On est ouvert pour les situer, notamment une obligation de résultat. Je parle des grands élus. Et puis avec 8 ou 10, évidemment, sanctions draconiennes en cas d'irrespect. Et nous posons la question, qu'aurait à redouter un candidat ou un élu honnête? Dans le privé, il y a bien des règlements internes qu'on est obligé de signer. Et nous pensons même que s'il y avait cette charte, et nous demandons qu'elle soit instituée et même après, repoussée au niveau des États membres de l'Europe. À ce moment-là, même quand vous hésitez avant de vous abstenir à une élection, ça ferait revenir des gens sur le chemin des urnes, puisque vous pourriez dire, parmi ces candidats, eh bien, il y en a un qui est peut-être un peu plus valable, eh bien, cette fois-ci, je ne vais pas m'abstenir, et je sais que s'il prend ce mandat, il sera assujetti à une charte éthique obligataire des élus. En voilà des propositions innovantes. Et pour vous montrer qu'il y en a des propositions innovantes, quand vous parlez d'écologie, c'est toujours pareil. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, qui est-ce qui dans la nature régénère l'air respirable? Ce sont les arbres. C'est ce qu'on appelle la fonction chlorophylle. Alors pourquoi on ne pourrait pas faire, pourquoi au lieu de faire des fiscalités punitives, pourquoi on ne ferait pas des fiscalités innovantes et incitatives? Quelqu'un a un bout de terrain, il ne s'en servait pas, il plante 10 arbres, il aura 10% sur tel impôt de remise, il en plante 20, il aura 20. Pourquoi ne pas baisser la TVA dans les produits de première nécessité? Parce qu'à ce moment-là, ça relancerait ces produits. Les usines auraient des commandes, elles pourraient peut-être recruter. Croyez-moi, il faut aujourd'hui impérativement qu'il y ait une remise à plat totale de notre fiscalité, parce que dans les 252 lignes d'impôts, beaucoup étaient faites momentanément pour corriger un problème du moment. Elle aurait dû s'accompagner d'une date butoir et d'expiration. Elle aurait dû ensuite être supprimée. Or, elles se sont empilées. Alors nous allons ironiser. Si un énarque prend le poste de Premier ministre ou de Président de la République pour nous dire quels sont les 10 problèmes du moment, eh bien on va créer 10 taxes. C'est à la portée du premier imbécile venu. Je regrette. Et je vais ironiser, parce que si vous voulez savoir combien il y a eu de gouvernements depuis la Ve République, vous n'avez qu'à diviser 252 par 10, et vous verrez qu'on en a eu à peu près 25. Et cette conception-là du pouvoir, il faut totalement la revoir et la corriger. Alors, on parle beaucoup de mafia politique, vous venez d'en parler en quelque sorte. Est-ce que l'éthique du monde politique a quelque chose de vraiment néfaste? Oui, il ne faut pas généraliser. Juste, pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, vous parliez des élus, mais moi je parle aussi de la technocratie, de la haute technocratie qui nous gouverne, avec effectivement les grands capitaux dont les fortunes peuvent être connues dans les journaux. Donc c'est la haute technocratie qui domine et qui... les politiques donnent les orientations, et après c'est la haute technocratie de Bercy qui résout tous les problèmes. On branche les ordinateurs, ils ont fait des études, mais faire 10 ans d'études pour apprendre à nous endormir, et c'est nous qui payons. Il ne faut pas oublier que les gens qui font l'ENA et tout ça, ils apprennent à nous parler pour nous endormir, parce que vous les entendez dans les médias, ils ont tous raison, vous n'avez pas remarqué? C'est formidable. Enfin, on adhère ou on n'adhère pas. Hein. Mais enfin, le kidam de base, lui, il dit « Oh là là, celui-là, il parle bien. C'est la technocratie, monsieur, qui domine, domine notre pays et nos pays. »
La technocratie, Alors, excusez-moi, l'éthique du monde politique. Alors, à pour vous, les élus, moi, Et je, après, on ira- je vais répondre en 2 mots pour les élus. Alors, les grands élus et les moins grands. Nous, on fait partie de la famille des moins grands. Mais c'est pas On est tout petit même. même les tout petits. Alors, les grands élus, C'est pas péjoratif, ça. les députés, si j'ai bien compris, j'espère. Les députés, Voilà, ben si oui. j'ai bien compris, c'est On a 13 512 euros bruts par mois. Ils se sont exonérés de la CSEG. C'est un véritable scandale. Donc, dans l'éthique, il va falloir qu'ils mettent l'eau à la poche, la main à la poche. Et en Allemagne, c'est 7 668 euros bruts, les députés allemands. Donc, ils ont un effort à faire. En Italie, ils ont fait des efforts avec la crise qui s'est passée et leur indemnité ont sacrément chuté. C'est prohibitif, c'est incompréhensible. Et les Gilets jaunes ont parfaitement raison d'agir et de mettre ça en avant. Alors moi, je suis personnellement maire de ce petit village de 1600 âmes depuis 2014. J'étais dans la vie privée, comme tout un chacun, et en prenant ma retraite, je me suis donc lancé dans cette belle aventure et je me sens utile. Personnellement, je me sens utile. Et je me suis rendu compte que parmi les petits élus que nous sommes, vous avez utilisé le terme mafia, mais je ne peux pas m'y opposer. Je me suis rendu compte qu'on est maire, on peut être maire, conseiller départemental, président d'un syndicat des eaux, d'un syndicat quelconque, ordure ménagère des eaux, vice-président, etc., etc. Donc, les élus de notre catégorie se retrouvent disséminés partout. On peut être aussi président du CNFPT, le centre de formation de fonction publique, vice-président, maire et vice-président. On peut être président d'un centre de gestion. On peut être président d'un office de tourisme. C'est phénoménal. Et souvent, ce sont les maires de grandes communes qui ont déjà des indemnités importantes. Voilà, alors on cumule une multitude d'indemnités et ça constitue. Alors est-ce que le mot mafia est un mot un peu fort? Je ne sais pas. Alors, j'en terminerai par là sur les économies qui peuvent être faites, vous dites au niveau des structures. Sur le plan local, nous avons en matière d'office de tourisme. Chaque communauté de communes a son propre office de tourisme qui nécessite des investissements de locaux, de personnel. Nous avons l'office de tourisme de l'Entre-deux-Mers qui dépend de la région. C'est un office qui fait... Et il y a un troisième trublion qui se met en place, c'est l'office de tourisme départemental. Donc, et tout ça s'accumule des... Alors, il faut faire des propositions. On ne peut pas être toujours dans la critique et dire non, c'est pas possible. Voilà. Ce millefeuille, à mon avis. Alors moi personnellement, peut-être que nous ne sommes pas d'accord, on n'a pas échangé à ce sujet-là. En France, aujourd'hui, il y a à peu près plus de 50% des communes qui font moins de 500 habitants. Il y a à peu près 20 000 communes sur 35 000 et des poussières, communes qui font de moins de 500 habitants. Alors moi je circule beaucoup sur le département, donc je vois tous ces villages ruraux et je me suis rendu compte que ces communes sont fermées, ne sont pas ouvertes à des communes comme Sainte-Croix-du-Mont, c'est 1000 habitants, Rions, je l'ai dit, les communes sont ouvertes tous les jours. Voilà. Donc je pense que là, il y a à développer, à mon avis, ce qu'on appelle le regroupement des communes, les communes nouvelles. Dans le département de la Gironde, les municipalités sont frileuses. Alors, il y en a une qui se met en place sur Arbis, qui n'est pas très loin de chez nous, et Cantois, qui vont passer autour de 1000 habitants. Et je crois que là, il faut que les élus, les petits élus que nous sommes, on prenne conscience qu'il faut aussi faire un effort. On ne peut pas, à mon sens, continuer à gérer des communes de 200, 300 habitants. Il faut qu'elles se regroupent. Il va y avoir des petites municipalités, parce que même si elle est petite, il y a un coût d'entretien, des salles des fêtes, des choses comme ça. Il faut se regrouper, utiliser les moyens, mais à l'intérieur de ces communes-là pour arriver à des tailles raisonnables. Moi, c'est des propositions locales que je verrai. D'accord. Alors, les Gilets jaunes, je voudrais en parler parce que moi je suis surpris. Je vois à la télévision que ce mouvement s'amoindrit, que ça va en descente et que, évidemment, il n'y a personne qui reprend le... Alors, c'est, vous me direz, la télévision d'État, donc par conséquent, je n'ai rien contre la télévision d'État, étant donné que nous sommes filmés justement par des organismes privés. Là, qu'est-ce que vous avez à dire contre cette question, évidemment, de descente immédiate, télévisée, information, on peut dire, fausse, hein,
Les gilets jaunes, ils sont toujours présents. Je vois partout, j'en ai même moi-même interviewé, et ils sont là et ils continuent de plus en plus. Alors, la réponse à tout cela, est-ce que vous avez des... Oui. Alors, la réponse à tout cela, c'est que d'une part, les Gilets jaunes, ils sont là, ils occupent le terrain. Ben oui. J'en suis l'exemple ici. La preuve, ils sont ici. Il y en a au même instant qui occupent des ronds-points. Il y en a au même instant qui ont des actions coup de poing. Oui. Et il y a une synergie aussi qui est en train de se créer avec les défenseurs de l'environnement. Parce que de toute façon, la fin du monde et la fin du mois, c'est le même problème. Mais je voulais quand même revenir sur deux petits points de fiscalité. C'est un petit peu pénible, mais je veux absolument parler parce que c'est très pas important. pénible, nous sommes là pour ça. D'abord, en ce qui concerne l'ISF, nous souhaitons le rétablissement pur et dur de l'ISF, et particulièrement en ce qui concerne la partie mobilière, c'est-à-dire les flux financiers. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est propriétaire d'un bien immobilier, qui l'entretient, à juste titre donc, qui fait intervenir des artisans pour l'entretenir, qui participe à la vie locale par ses taxes, etc., je ne peux pas concevoir que lui soit imposé, et qui continue à l'être au titre de l'ISF, alors que quelqu'un qui fait du bénéfice sur des flux financiers, achat, vente d'actions, profit, etc., lui en soit exonéré. Quand on regarde bien, quand on achète une action, mettons d'EDF, on achète une action d'EDF à quelqu'un, pas à EDF. La première fois, EDF a touché des liquidités de la vente d'une de ses actions, mais la seconde, et la troisième, et la suivante, et ce qui a fait le cours depuis que EDF a été privatisé, n'enrichit que ceux qui en font commerce. Et l'argent liquide, qui permet l'investissement, qui permet la rétribution du travail intellectuel et du travail de recherche et d'innovation, lui, il n'est plus là. C'est pour ça que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un rétablissement de l'ISF, bien sûr, en particulier sur les flux financiers, et aussi une modification du traitement de l'impôt sur les sociétés. Je m'explique. Aujourd'hui, on a très peu d'investissements et beaucoup de rémunération des actionnaires. J'en veux un exemple qui est presque obscène. C'est le groupe Carrefour qui va payer des émoluments plus qu'importants à ses actionnaires et qui, dans le même temps, va les supprimer plusieurs milliers d'emplois. Ça, pour moi, c'est inadmissible. On doit, avant impôt, financer l'investissement à hauteur de 30% du résultat brut. On doit financer aussi les salariés, parce que ce n'est pas à fond perdu. Un salarié qui a une prime sur l'intéressement ou le bénéfice, qu'est-ce qu'il va faire? Au pire, il le mettra de côté. Mais compte tenu des conditions économiques actuelles, il va surtout le dépenser. Or, s'il le dépense, il va verser de la TVA. Voilà. Donc, de toute façon, ça reviendra de près ou de loin dans les poches de l'État. Et enfin, la rémunération des actionnaires, mais pas de l'actionnaire financier, l'actionnaire qui participe au conseil d'administration. Pourquoi? Parce que lui préside à la vie de l'entreprise. Et qui dit la vie de l'entreprise, dit la vie de l'économie, et de l'économie locale. Donc ça, c'était le dernier point. Et enfin, pour en revenir à l'enfumage et à la probité, effectivement, nous militons pour un retour à la probité des élus et effectivement des hauts fonctionnaires qui œuvrent dans la plus grande opacité actuellement et qui peuvent s'arroger des droits financiers mais aussi de pouvoir pour mener à bien leurs petites affaires personnelles. C'est pour ça que nous militons pour la mise en place du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. C'est-à-dire que comme ça, on pourra demander des comptes à tout le monde, et particulièrement en termes de fiscalité. Alors maintenant, les Gilets jaunes, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'enfin, les gens comprennent que, à l'instar du grand débat, nous sommes manipulés. Au grand débat, on nous a demandé de répondre à des questions, mais on ne nous a pas demandé de poser des questions. En France, c'est pareil. Les journaux, les grands médias d'État, ils sont financés pour l'indépendance de la presse, par exemple,
Mais du coup, ils sont aussi sous l'égide de l'État, puisqu'ils reçoivent en partie des budgets qui sont conséquents et de ce même État. Donc on n'a pas une séparation entre le pouvoir et l'information. Donc il faudrait revenir à plus de probité aussi de ce côté-là. Et enfin, permettre à des médias indépendants d'avoir une plus large diffusion et non pas de subir la censure des grands réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, en tant que Gilets jaunes, nous publions beaucoup sur alors Internet via Facebook, Twitter, etc., etc. Et il n'est pas rare que dans l'heure, des propos soient purement et simplement supprimés, sanctionnés. Donc il serait effectivement, et j'en finirai avec ça, il serait effectivement primordial, et peut-être même salutaire, qu'on arrive, par quelque biais qu'il soit, par quelque moyen qu'il soit, à rétablir la probité de l'État et de nos élus. Alors, Monsieur Ernest Fouras, vous êtes dans l'Observateur du monde politique. Qu'avez-vous à dire sur ça? Moi, depuis le début du mouvement, là, donc, je me suis attaché à être présent sur les lieux donc, de contestation, sur les lieux de manifestation et de revendication, donc aussi bien sur les ronds-points que dans les manifestations bordelaises auxquelles j'essaie d'être présent le plus souvent possible. Je me situe donc à cette fameuse ligne de confrontation entre les revendications des manifestants, des gilets jaunes, donc bien entendu, et des barrages de police, parce qu'il y a ce fameux phénomène qui est évoqué régulièrement par les médias et par ceux qui s'opposent au mouvement des Gilets jaunes, qui est ce problème de violence qui existe effectivement et qui pose problème à qui veut avoir une contestation organisée et reconnue par l'ensemble des citoyens. Le système institutionnel, que ce soit le système partisan des partis politiques, que ce soit le système administratif, que ce soit le système syndical ou les grandes organisations qui ont un regard sur la vie sociale en France, ne comprennent pas donc, ce mouvement des citoyens, ne comprennent pas ce mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il s'agit d'un mouvement qui est issu du terrain, qui est issu de la base de revendications de personnes qui soit sont en grande difficulté, soit souvent sont des élus du monde rural qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts et qui ont des difficultés à faire fonctionner leur commune, soit des gens qui ont une conscience politique peut-être plus éveillée et qui leur permet de prendre position sur la difficulté que rencontre donc un grand nombre de citoyens. Et ce problème d'inorganisation du mouvement social qui apparaît comme ça aux yeux de ces gens-là, c'est-à-dire qu'on est dans un changement complet de paradigme, on ne comprend pas, par exemple, qu'il n'y ait pas de leader, on ne comprend pas qu'il y ait des revendications qui soient formelles, on ne comprend pas qu'il y a des... On a essayé, avec le grand débat, de faire, les maires l'ont fait, des cahiers de doléances, on essaie de reconstituer donc une stratégie qui existait à l'époque de la Révolution française. On essaie de constituer quelque chose d'organisé, sauf que moi, ce que je constate et ce que je vois, et puis il n'y a pas que moi, nous sommes nombreux à le constater, c'est que le principe même de ce mouvement qui émerge, c'est un mouvement, alors ce n'est pas la pensée complexe d'un président, c'est un système complexe. Et un système complexe parce que tout système social est complexe par principe. Par essence, rien, c'est le fameux phénomène donc, de l'aile de papillon qui bouge au Japon et qui crée un typhon dans l'océan, dans la mer des Caraïbes. Le principe même du système social tel que nous le vivons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes un pays très politisé, quoi. Ça, c'est la base même, je pense, de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour qui est dans un système, enfin, qui est avec un esprit rationnel, qui est donc issu de la technocratie administrative, qui est issu des grands partis politiques qui ont pris l'habitude de vivre, d'organiser le temps politique en France avec des élections qui sont toujours présentées, évidemment, et c'est le cas, on peut dire, qui sont des élections démocratiques, puisque chacun a le droit de vote, sauf que chacun oublie que le droit de vote, il peut être pratiqué librement dans la mesure où il n'est pas influencé par des médias qui sont plus ou moins manipulés par des grands groupes financiers, qui sont manipulés, comme ce fut le cas à l'époque de l'RTF, par un pouvoir qui tenait la main
sur les journaux télévisés. Donc le système démocratique, il a ses limites telles que nous vivons. Ce système démocratique-là, il a besoin, ça a été évoqué, d'une presse qui soit... Alors les journalistes, évidemment, disent qu'ils sont libres. Bon, moi je veux bien, mais enfin, ils sont salariés de grands groupes financiers qui les manipulent un peu et qui leur imposent avoir une pensée un peu formatée, quoi. D'ailleurs, celui qui est un peu en dehors, on en a connu quelques-uns, des journalistes, ils sont expulsés du système rapidement. Donc, moi, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, alors effectivement, on a l'impression que les manifestations, le nombre de gens qui sont présents dans les manifestations peut éventuellement baisser. Effectivement, la semaine dernière à Bordeaux, par exemple, il y avait plus de monde que la semaine d'avant. Dans d'autres régions, c'était différent, ou c'était le contraire. Mais le soutien à ce mouvement, je pense qu'il est toujours aussi fort, aussi puissant. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... j'essaie de ne pas être dans le dur de la manifestation et de la représentation. J'essaie d'avoir un regard extérieur, justement, pour ne pas avoir des biais d'observation qui me fassent dire des choses qui ne sont pas la réalité de ce que l'on peut observer. Donc, le mouvement, de mon point de vue, il est toujours aussi... c'est un mouvement de fond, quoi. Ce mouvement de fond, il a créé une rupture, quoi, plus ou moins dans la société, entre ce qu'on appelle la population, le peuple, en général, entre guillemets, et ses élites. Le système technocratique qui détient en ce moment le pouvoir en France, c'est un système qui est au service, j'avais employé un gros mot, mais qui est au service d'une oligarchie quand même. On peut dire plus ou moins que ce sont c'est le monde de la finance qui détient plus ou moins le pouvoir et qui est donc avec des rouages qui sont les élus. Alors je parle pas, quand je mets les élus, je fais une grande catégorie, mais alors c'est sûr que quand on rencontre des élus de terrain, des élus de proximité, c'est pas monsieur le président du conseil régional ou monsieur le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, quoi. Ce sont des gens qui ont une autre vision du monde et qui ont une relation au terrain qui est sentimentale, émotionnelle, quoi. Je veux dire, on n'est pas là dans une espèce de plan de carrière. Enfin, j'imagine pas que les deux maires qui sont à côté de nous sont dans un plan de carrière, ils sont plus dans une relation de service auprès de leurs citoyens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve également, eux, sur les ronds-points, on les a retrouvés, où ce sont des élus de terrain qui soutiennent le mouvement. Moi, je pense que le mouvement, c'est un mouvement de fond. Il va pas enfin, moi, je ne veux pas faire de la prévision un peu de l'astrologie, mais je pense que c'est un mouvement de fond qui a créé une rupture au sein de notre société, qui remet en cause un certain nombre de croyances, qui ne pourra, de mon point de vue, qu'être conclu que par une réforme constitutionnelle, si ce n'est une nouvelle constitution de la République, qui nous permette donc de recréer une relation entre le citoyen et le pouvoir politique et les institutions politiques qui n'ait plus rien à voir avec ce que nous avons connu aujourd'hui. Monsieur Padovani, vous vouliez dire quelque chose Oui, sur les Gilets jaunes, par rapport aux Gilets jaunes. notamment sur la télévision. Alors, par rapport aux Gilets jaunes, moi j'ai un peu animé et conseillé les Gilets jaunes de la région de Toulouse et de Saint-Gaudens, qui ont fait parler d'eux aussi bien que de ceux de Bordeaux. Il faut parler quand même de l'élément stratégique. Des remontées que j'ai sur 86 départements, tout le monde me dit que si après le 15 mars, les consultations accouchent d'une souris, tout le monde me dit que ça va très mal finir en France. À l'heure actuelle, nous, au niveau stratégique, on conseille tout simplement, au moins le samedi, d'occuper toujours un rond-point, mais sans bouger, sans rien faire. C'est pour montrer à la province, tous ceux qui passent par ce rond-point pour aller faire leurs courses, que le mouvement continue. Des points stratégiques. Alors, c'est une stratégie. Mais je vais vous dire, moi, pourquoi on peut annoncer. On a le droit de l'annoncer. Le 12 février, on a envoyé une lettre ouverte à M. Macron, 9 mois avant le 17 novembre, en évoquant les 5 points de mécontentement, et on lui disait à la fin, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne nous recevez pas, on vous prédit que vous allez avoir une révolte spontanée des contribuables dans la rue. Et on l'avait souligné au feutre jaune. Alors il faut nous écouter, parce qu'on a quand même le mérite d'avoir été les seuls à l'avoir prévu. Évidemment, ils n'avaient pas répondu à ces courriers. Il faut quand même savoir une chose, c'est que ce qu'ils ont mis dans la tête
du contribuable lambda de province comme celui de la ville. C'est que quand avant il se faisait matraquer fiscalement, ce pauvre petit contribuable lambda, il disait mais à qui je vais m'adresser, j'ai personne. Maintenant ils savent qu'il y a un mouvement. Stratégiquement, je vais le résumer. Un gilet jaune momentanément peut se ranger dans le coffre, mais il peut ressortir aussi vite. Et stratégiquement, il faut savoir que M. Macron, normalement, est mal barré, parce que, alors qu'il est un produit financier, alors qu'il est un produit de Bercy, il a réussi la prouesse, en 18 mois, de mettre les contribuables qui le payent dans la rue. Ça, il faut le faire. Bon. Donc ça, c'est un constat. Nous ne jugeons pas. Moi, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur tel personnage politique. Nous constatons. Donc, à partir de maintenant, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans le cerveau du moindre contribuable lambda, on sait que s'il continue ce matraquage fiscal, s'il continue à baisser le pouvoir d'achat, il faut savoir que le gilet jaune ressortira aussi vite du coffre et que là, ça risque même d'être beaucoup plus grave. Donc, ils ont en ce moment intérêt à... Moi, j'avais des contacts avec la gendarmerie locale parce que ça se passait bien. Ils nous disaient tous les soirs, continuez. On a des informations à Paris, ils ont peur. On a envoyé une lettre à M. Darmanin, il a voulu mettre une amende de 15 € à ceux qui ont payé les taxes foncières supérieures à 1 000 € par chèque au lieu de les payer par type. On a immédiatement réagi et M. Darmanin nous a répondu. Par rapport à la défiance des élus, pourquoi le mouvement des Gilets jaunes va continuer? Est-ce que vous trouvez normal en Haute-Garonne que ce soit un collectif de défense apolitique qui remonte 3 affaires où on a fait condamner des élus, l'un pour 8 millions qui va payer sur son patrimoine alors qu'il devait les faire payer aux contribuables, mauvaise gestion, un autre, pareil, inéligibilité, et un troisième qu'on a mis en correctionnel, il est en appel. Et comme ça ne suffit pas, un cabinet d'avocats vient de nous révéler, et vous allez voir, vous allez entendre parler de nous, on va sortir un immense scandale en Ariège à Foix, où là on découvre qu'il y a eu des détournements de subventions départementales, régionales, nationales et européennes sur 3 projets qui se sont terminés en carambouille, qui vont coûter aux contribuables 16 millions d'euros chacun, et pour lesquels les contribuables se sont portés partie civile. Alors, on parle encore des grands élus. Là, ce ne sont pas des maires qui sont pris par la patrouille. Ce sont toujours des gens qui ont accès à Paris, qui ont des ramifications, qui montent des bidouillages, mais ils détournent allègrement l'argent public que vous payez. Alors vous, pour l'Ariège, vous allez en payer une partie dans les subventions nationales et une autre partie dans les subventions, européennes. Pardon. Enfin, on parle des médias. Ah oui, les médias, ils sont libres. Alors, une de nos associations, avec un intervenant, nous a donné la liste des 200 médias qui, depuis Mitterrand, se sucrent avec des subventions, nos impôts, pas à avoir, à licencier. Alors vous avez le petit journaliste là, qui a l'écharpe rouge. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est sur la 15. Verdier. Bon. Il dit ce Barbier, moi, le mouvement des Gilets jaunes, je ne lui donne pas 3 jours. Bon. Et alors, dans son journal, combien il touche? Il touche 6 millions d'euros, 6 349 000 euros depuis Mitterrand par an. Le Figaro, l'autre là qui passe sur la 15, Yves Fréard, 16 179 000 euros par an depuis Mitterrand. Vous pensez qu'il n'y a pas des économies à faire là? Le Figaro donné par Dassault. Le Monde, 16 150 000 euros, 256. Nous avons toujours les dossiers de ce que nous publions. Ensuite, aujourd'hui en France, 11 900 000. On va chercher peut-être, si vous y êtes, vous, je regarde. Sud-Ouest, c'est la Dépêche du Midi, 4 399 000 euros. C'est pas beau ça? Il n'y a pas de quoi ne pas faire des investigations sur les sujets qui dérangent? Vous avez avec de telles sommes. L'émission Boisa? Alors là, c'est un de nos intervenants qui a fait une réunion publique, c'est M. Benjamin Dorman, et on a les dossiers. On a donc le dossier de la Cour des comptes, qui épingle les cadres de Bercy, avec des rémunérations, dit la Cour des comptes, illicites, nébuleuses,
Ils se sont même inventés des avantages qui n'existent nulle part ailleurs. Nous dénonçons aussi le fait que l'ENA a le monopole du placement de tous les postes les mieux payés des hauts fonctionnaires. C'est pas normal. Car moi, maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est nous tous ici qui sommes intelligents, puisqu'on n'a pas fait l'ENA. Monsieur Latapi, vous êtes maire donc, de Sainte-Croix-du-Mont, je rappelle. Alors nous approchons la fin de l'émission. Je vous demanderai d'être très rapide. Après, je donnerai la parole aux Gilets jaunes et nous serons à la fin de ce... On conclut chacun. En conclusion. Juste, ce débat a été très intéressant. Donc, puisqu'on parle de débat et que Macron est partout, et bien figurez-vous qu'il est aussi à Rions. Donc, il est partout. Oui, mais il tourne Et figurez-vous figurez-vous que toutes ces interventions d'élus sont déjà prévues, puisque les questions sont envoyées au préfet, et donc toutes les notes sont déjà préparées. Donc, on l'a vu sur le débat qui a eu lieu à Bordeaux. Voilà, il faut le savoir, tout est préparé, tout est arrangé, quoi, voilà. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais donc ensuite, bon, sur l'ISF, effectivement, c'est les gens qui ont le plus d'argent qui payent l'ISF, effectivement. Donc, quand on dit que ça va pénaliser l'investissement, moi, je suis dubitatif parce que, effectivement, les sommes qui sont investies dans l'investissement donc, ne rentrent pas en compte par rapport donc, à l'imposition. Parce que ça, quand même, ce serait très injuste. Et je crois qu'effectivement, il faudrait favoriser des sommes très importantes sur l'investissement. Et je rejoins donc notre collègue Gilles Jaune par rapport à ses propos. J'aurais pu parler de l'Europe un instant si vous le voulez bien. Moi je suis... Ah oui, ça va être très rapide. Vous allez voir. Moi, je suis profondément européen, mais pour une Europe peut-être qui serait la mienne. Donc, il faut une Europe de la paix. Mais ça, tout le monde en est conscient, avec ce que ça importe. Une Europe économique, une Europe sociale et une Europe fiscale. Et quand on a fait tout ça, eh bien, on peut devenir profondément européen et fort par rapport à ces puissances requins que sont les États-Unis et que vont devenir aussi la Chine et l'Inde. Donc, mais c'est pas pour manger tout le monde et surtout, c'est pas aux gens qui travaillent encore pour très peu dans ces pays, hélas mille fois hélas, mais pour contrer ces gros investisseurs et qui se gavent sur le dos des pauvres gens. En conclure, cette réunion, ce débat, merci Monsieur René, nous allons conclure ce débat avec en premier donc ces messieurs des Gilets jaunes. Je vous demanderai une minute s'il vous plaît. Voilà. Alors, en conclusion de tout ça, nous en tant que Gilets jaunes, nous sommes le ver dans le fruit. Et ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse y goûter à ce fruit. Et par conséquent, nous enjoignons l'intégralité de la population, celle qui aujourd'hui consomme, celle qui travaille, celle qui se bat pour survivre, à s'éveiller, à aller rechercher ces informations pour comprendre. La seule question à laquelle il faut répondre finalement, c'est à qui profite le crime. J'en ai terminé. Monsieur Latapi, maire de Sainte-Croix-du-Mont. Juste, je voulais encore vous dire, une chose, une minute. Oui, je voulais vous dire que effectivement que les produits fossiles sont des produits inflammables et on a bien vu l'effet produit puisqu'on a touché à ces produits. Et si on revient sur les taxes et les impôts, eh bien effectivement, moi je ne suis pas pour supprimer, personne n'est suffisamment idiot pour dire qu'il faut tout supprimer. Il faut simplement savoir aujourd'hui à quoi servent nos impôts et nos taxes et que ça soit utilisé d'une manière la plus intelligente, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. On m'a donné la parole, c'est une grande chance. J'espère l'avoir utilisé d'une manière la plus intelligente. Voilà, et je vous remercie. Merci, Monsieur Alibert, de m'avoir invité à cette réunion. Vraiment, et merci, messieurs. Merci, messieurs, les représentants des Gilets jaunes. Il a été dit des choses très intéressantes, vraiment très intéressantes. Merci infiniment. Je vous en prie, merci, Monsieur le maire. Voilà, Monsieur Padovani, au nom des adhérents signataires du collectif de défense des citoyens contribuables, encore une fois, je le répète, c'est à vous. Et comme je le dis à tout le monde, une petite minute. Eh bien, vous l'aurez compris,
Je pense que si on ne fait pas une réforme globale de la fiscalité liée à des baisses de dépenses publiques inutiles pour faire des économies, les redistribuer 50% au salaire et au pouvoir d'achat, 50% rembourser la dette, si on ne met pas en cause le mode de gouvernance en France, alors il va arriver ce qu'a dit un grand savant qu'on a cité tout à l'heure, Albert Einstein, qui disait « Vous ne réformerez jamais un pays si les grands élus chargés de le réformer font partie du système. » C'est très bien. Monsieur, merci. Alors maintenant, Monsieur Porra, à vous. Merci pour l'invitation de Roland Alibert. Pour ce qui me concerne, donc, je vais suivre toujours avec beaucoup d'attention donc, le développement de ce mouvement. C'est quelque chose de nouveau. Il y a un sociologue qui s'appelle Edgar Morin qui disait que l'ordre naît du chaos. Alors, ce n'est pas un ordre nouveau qui va naître du chaos, mais c'est simplement un ordre plus équitable, je pense, plus à l'écoute donc des revendications des gens, plus à l'écoute de leurs conditions de vie, puisque de ce chaos est en train de naître quelque chose d'important et quelque chose qui, je mérite, ne doit pas être rejeté comme le font en ce moment toutes les institutions, comme je disais tout à l'heure, qu'elles soient partisanes, syndicales, humanistes, enfin, etc. C'est quelque chose de nouveau, il faut le prendre en compte et j'espère que ça réussira. Alors vous avez vu, on a beaucoup remercié Roland Alibert, qui est à côté de moi, qui est le président de l'association Boisard. Alors, deux mots sur cette association. L'association qui est un groupement de production cinématographique pour amateurs et qui est à l'origine, bien sûr, de cette émission qui va se reproduire, je le répète, plusieurs fois dans les mois à venir et qui aura à chaque fois un thème différent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette émission pour essayer d'informer et surtout d'avoir de l'information light, comme je dirais. C'est-à-dire qui n'est pas contrôlée, qui est de l'information directe et en toute sincérité. Chose malheureusement que nous n'avons pas avec le système d'information que nous avons en France par les grands médias. Donc, par conséquent, ces futures émissions font partie de Boisard, qui est essentiellement, je le répète, une production cinématographique littéraire, de films d'auteurs. Et nous avons maintenant du reportage que nous faisons, donc j'ai le plaisir de diriger. Ces reportages qui feront l'objet de plusieurs émissions et qui seront découverts sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, plus YouTube, et sur des chaînes, on peut parler actuellement de diffusion telles que RT ou d'autres chaînes qui vont venir. Voilà. Chers amis, je laisse la parole à Roland Alibert, président donc de la société Boisard. Roland Alibert, vous continuez. Je vous remercie. Donc je ne vais pas revenir un petit peu sur ce qui a été présenté à l'association. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait du reportage, on a fait du documentaire, du film, et en fait, nous avons décidé de mettre en commun nos expériences personnelles. Jean-Philippe, à côté de moi, qui a une formation de journaliste, d'animateur radio, d'émissions culturelles. Moi-même, j'ai pratiqué dans le judiciaire l'investigation, ce qui peut faire à tous les deux associer des compétences d'investigation, de journaliste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous suivons le mouvement des Gilets jaunes depuis le tout début, le premier jour. Et pour résumer un petit peu, parce que je ne vais pas revenir sur ce que les personnes qui ont fait participer à ce débat ont déjà dit et ont déjà amorcé. J'avais dit au sous-préfet, texto, dès les premiers jours, je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, ce mouvement, il va durer, ce n'est pas un mouvement comme les autres. Ne vous y trompez pas, aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est la France silencieuse qui est descendue dans la rue. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avons donc aussi rencontré les élus, mais pour revenir
des problématiques qui ont été soulevées. Notre but aussi, ça va être d'essayer d'éveiller les consciences, de donner l'information à l'état brut. C'est d'où notre expression sans tabou. Alors sans tabou, eh bien, parce qu'on ne va pas s'imposer des restrictions de sujets à traiter. On estime que dans une démocratie, il ne doit pas y avoir de sujets interdits, il ne doit pas y avoir, on doit pouvoir discuter de tout, comme de rire. Le rire, on doit pouvoir rire de tout. Et sans langue de bois. Sans langue de bois, le politiquement correct, je pense que la grande majorité des Français, ils en ont marre de ce politiquement correct. Ils ont envie de se parler. On a parlé de bistrot tout à l'heure, c'est vrai, ce qu'on a retrouvé, c'est que les gens ont retrouvé du lien social. Quand on avait fait un reportage les premiers jours, il y a deux choses qui sont sorties dans ce reportage. Quelle que soit la condition sociale, quel que soit le niveau social de nos interlocuteurs, ça a été le mépris de nos gouvernants. Ça, c'est venu à chaque fois, ça venait, bien sûr, le mépris. Et puis, la façon dont bien sûr, les taxes, cette fiscalité, c'est ces gens qui en ont marre de payer. Donc, nous avons rencontré les élus. On est d'accord avec Macron sur 2 points. Le premier, c'est qu'on ne reprendra pas nos vies comme avant, c'est fini. Il y a quelque chose qui est passé, on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on est d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, là, c'est le débordement d'un cumul de 40 années de gabegie, je ne reviens pas dessus. Je vais prendre 2 exemples concrets. La CSG qu'on paye, ça va rapporter, je crois, les retraités, 170 millions. Dans le même temps, on découvre, il y a 5 ans, enfin, c'est le juge Prats, il découvre que, par des numéros de sécurité sociale, ça coûte 14 milliards à la France, ces faux numéros attribués. Interpellé par une sénatrice, alors, j'ai eu en contact, c'est Mme Goulet, le gouvernement dit, mais on s'en est occupé, on a traité 500 dossiers en 5 ans. Bien sûr, ça reviendra à la Chambre des députés, et là, à la Chambre des députés, les députés ne jugent pas opportun de se pencher sur le problème. La première entité par le citoyen, c'est les maires. Ce pouvoir a bafoué les maires ruraux. La deuxième entité, normalement, c'est les chambres. Sauf que tout le monde le sait, on a une chambre de députés qui est une assemblée godillot. Mais ça, on le sait, c'est pas d'aujourd'hui. Les seuls, et Macron, personne n'est dupe, il cherche à s'attaquer, c'est le Sénat. Pourquoi? Le Sénat, la grande majorité du Sénat, ce sont des gens qui sont issus du terrain, qui sont des élus, qui connaissent la proximité, qui connaissent les problématiques. Mais ça, dans nos discussions, là, on l'a constaté, on l'a relevé. Notre Constitution, elle est bien, elle a tout ce qu'il faut, elle a tous les armes, l'article 68. Pourquoi les députés n'agissent pas? On se pose des questions. Tout à l'heure, les Gilets jaunes, ils ont parlé de la problématique du péage de Langon. Alors, je signe, sur le plan général, j'ai parlé justement de ces 14 milliards, mais là, ça va parler au Sud-Gironde, ils en ont parlé tout à l'heure. On a rencontré tous les élus nous ont dit, ah oui, c'est vrai, mais c'est un vrai problème, vous vous rendez compte? Oui, mais vous savez, on s'est battu, on sait. Alors moi, je suis monsieur lambda, je me pose la question toute con, c'est de me dire, mais attendez, ces gens sont des élus. Ils n'arrivent pas à régler un problème aussi simple. Parce qu'on avait rencontré les gens de Vinci, qui nous ont renvoyés au préfet. Le préfet, ils ont envoyé une lettre recommandée au préfet, au tout début du mouvement, il n'a même pas répondu, justement pour parler, entre autres, de cette problématique des péages. Et moi, je me dis, monsieur lambda, mais si nos élus n'arrivent pas à régler un problème aussi simple, comment peuvent-ils gérer nos vies? C'est ça que tous les citoyens devraient se poser comme question. Ou alors je me dis, ils ont fait le choix, d'où le propos de l'Assemblée Godillot, de servir des intérêts financiers. Et derrière, alors chaque fois qu'on a posé une problématique, que ce soit l'environnement, que ce soit la justice, que ce soit le système politique, les élus vous ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent, ça nous ramène toujours à la finance. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte aussi, que la grande presse, mais même la presse papier, voilà, on ne parle pas de la vraie information, on ne parle pas des problèmes. Les Gilets jaunes, ils sont sur le terrain, et ils ne sont pas prêts d'en partir. Bien sûr, le grand débat, tout le monde, personne n'est dupe.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans un no man's land où on attend. On est sur le fil du rasoir. On pourra trouver des solutions, mais effectivement, on peut basculer aussi vite dans le chaos. Ça, je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. Donc nous, on met nos compétences, sans toucher aucun million, puisque c'est bénévole. Le matériel, c'est acheté avec nos deniers personnels. On n'a pas de subvention. On salue la mairie de Riom qui nous a octroyé un local qui nous permet justement de travailler, de faire cette information. Donc, nos prochaines émissions, ce sera l'environnement, la recomposition du système politique, et ça, parce qu'on va y venir. Voilà. Vous savez, les Français, globalement, je prends cette image, les Français, ils sont, quand on leur dit, vous savez, c'est dur, on vit une crise, ils sont prêts à manger des pommes de terre, tous, quelles que soient leurs conditions sociales. Mais si celui qui vous demande de bouffer des pommes de terre, lui, il se tape un bon steak au bout de la table, ben ça ne va plus. Voilà. Si on fait péter le Sénat, gardez bien ça, le Sénat aujourd'hui, c'est la seule entité au niveau de notre Constitution qui peut apporter une contradiction, qui peut apporter un contrôle. Ne perdez pas ça de vue. Nos premiers interlocuteurs pour citoyens, notre Constitution s'est construite sur la commune. Ce sont les maires. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ça rentrera de l'émission qu'on fera sur la réorganisation politique, territoriale et tout ça. Voilà, donc je vais rester là. Moi, je vous remercie.